vous avez dit qu'on reviendrait avec un sujet plus chaud au retour de la pause et du bulletin de nouvelles. Écoutez bien l'histoire qui est racontée ce matin dans la presse sous la plume d'Isabelle Haché. Une histoire qui est très, très bien rapportée, là, à ce point tel que pour vous la raconter, je vais lire des extraits de l'article d'Isabelle Haché. Ça concerne une journaliste qui s'appelle Wendy Mesley. Une journaliste qui est née à Montréal et qui a mené une brillante carrière à la CBC pendant plus de 40 ans. Alors, première femme correspondante parlementaire de la CBC à Ottawa, par exemple. Elle est devenue une tête d'affiche du réseau anglais de la télé publique. Elle avait son émission qui s'appelait The Weekly with Wendy Mesley. Et donc, 40 ans, une belle carrière. Elle a fait des entrevues avec des politiciens de renom et sans tâche. Oui, une excellente journaliste. Oui. Alors, je vais vous lire des extraits d'Isabelle Haché pour vous raconter ce qui est arrivé à Wendy Mesley, qui a donné sa démission de la CBC, qui était suspendue depuis maintenant plus d'1 an pour avoir utilisé le mot en haine. Isabelle Haché a rapporté plusieurs fois des histoires de ce type-là, là, souvent dans les universités, des dérapages en fait qui se produisaient dans les universités après l'utilisation d'un mot. On se souvient de la professeure Madame Lieutenant Duval aussi qui avait été suspendue après avoir utilisé le mot dans un contexte académique. Oui. Isabelle Haché avait rapporté cette histoire-là. Alors, voici les extraits de l'article d'Isabelle Haché pour vous raconter cette histoire-là. On parle de Wendy Mesley, carrière de plus 40 ans à la CBC. Voici ce qu'on dit. Après le meurtre de George Floyd en mai 2020, une collègue noire a tweeté qu'elle avait été traitée du mot en haine à plusieurs reprises. Alors, outrée, Wendy Mesley a voulu obtenir son témoignage en ondes. Elle en a discuté en conférence téléphonique avec les producteurs de son émission. Et c'est là qu'elle a prononcé le mot. Pas pour insulter qui que ce soit. Au contraire, c'était pour dénoncer l'insulte en question. Elle ne connaissait pas encore l'existence de cet impitoyable dictat. Les Blancs ne doivent pas prononcer le mot qui commence par haine en aucune circonstance, sous aucun prétexte. Lors de la conférence téléphonique, 2 collègues se sont sentis blessés. Wendy Mesley s'est confondue en excuses, mais le mal était fait. Ses patrons ont fait enquête. Ils ont déterré un autre incident survenu des mois plus tôt. En préparant une émission sur le racisme et le projet de loi 21, Wendy Mesley a voulu expliquer à ses collègues que des Québécois avaient peut-être du mal à percevoir les groupes minoritaires comme des victimes puisqu'ils avaient eux-mêmes l'impression d'être menacés en tant que membres de la minorité francophone au Canada. Elle leur a parlé de l'analyse de Pierre Vallière, N blanc d'Amérique. Elle a prononcé le titre en entier en anglais tel qu'il est traduit. Alors, vous pouvez faire la traduction vous-même dans votre tête, là, j'ai pas besoin de le faire pour vous. Alors, tout ça a été fuité dans la presse. La CBC a fait une enquête. À la suite de l'enquête, ils l'ont suspendu. Ça a duré plus d'1 an et Wendy Mesley a finalement remis sa démission. Sa carrière est terminée. Je vous ai raconté les 2 incidents là, dont il est question ici. On va vous laisser en fait prendre un petit moment pour juger par vous-même si pour vous ça mérite une démission. Puis c'est dur pour moi d'entendre une histoire comme ça. J'en reviens pas. Tu dis ça, puis c'est impossible. Il y a rien qui fait sens dans ce que tu es en train de m'expliquer là. C'est incroyable. Il y a 0% de sens, de bienveillance, de logique de base. Il y a rien. Il y a absolument aucun contenu véritable là-dedans. C'est complètement farfelu, ce que tu me dis. Et pourtant, les conséquences sont bien réelles pour Mme Mesley, qui est sans emploi. Elle a écrit d'ailleurs une longue lettre ouverte dans le Globe and Mail pour raconter sa version des faits. Vous irez le lire si ça vous intéresse. Là, j'ai lu ça ce matin. C'est fort pertinent de l'entendre se prononcer sur ce qui est arrivé. Elle, qui a une super belle carrière, elle veut dénoncer justement le racisme. OK, donc c'est ça son intention. Et elle se fait reprocher son utilisation de mots alors qu'elle essaie de contribuer. C'est le projet même, là. On peut-tu plus revirer quelque chose contre une personne que ça? Je pense que c'est le sommet. Guillaume, dans un premier temps, je veux qu'on parle ensemble de des limites, en fait, de la liberté de parole. L'analyse de Pierre Vallière, son livre, il y a 2-3 ans, on pouvait donner le titre en entier sans censurer aucun mot. Maintenant, on ne peut plus. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé dans la liberté de parole ou dans l'évolution des courants de pensée dans les dernières années pour qu'on puisse prononcer le titre d'un livre il n'y a pas plus tard que 2 ans et maintenant, on ne peut plus le faire? Oui. La liberté de parole, c'est quoi et ça s'arrête où? Bon, c'est un énorme sujet. On pourrait passer des heures, puis c'est sûr que si on veut tracer un portrait général, à un moment donné, faut résumer un petit peu, OK? Donc, je pense qu'il faut qu'on prenne un courant qui s'appelle le postmodernisme, qui est un courant de pensée qui remonte aux années 80-90, qui est, dans le fond, puis là, je résume, il y a toutes sortes de définitions de ça. Mais en gros, c'est la réalité subjective, c'est ce qui prédomine maintenant, et il y a un refus de la réalité
objective. Donc, les faits, dans le fond, c'est perçu comme pas quelque chose de réellement crédible parce que ça a été forgé par une société qui est oppressante. Donc, maintenant, ce qu'on met de l'avant, c'est si moi, je trouve que quelque chose existe, c'est ma réalité. C'est ce qu'on appelle des réalités subjectives. Donc, il y a nier une réalité objective et la remplacer par des réalités subjectives. Ça, c'est pas mal une des choses les plus importantes de ce courant-là. On est en plein dedans. L'autre chose que ça présuppose, le postmodernisme, c'est que la structure sociale, c'est principalement relié à des jeux de pouvoir. C'est-à-dire, c'est en fait exclusivement ça. La façon dont la société est structurée, c'est que à cause des jeux de pouvoir et de force. Il n'y a aucune autre force selon ce modèle-là qui explique comment les gens se comportent, comment les statuts socio-économiques sont distribués, comment les ressources. C'est uniquement des jeux de pouvoir. Et donc, ça présuppose que c'est des scénarios d'oppresseurs et d'opprimés qui sont à la base de ces jeux de pouvoir-là. Donc, ça veut dire quand on combine là, ces éléments-là, c'est moi, ma réalité subjective, j'ai le droit de voir les choses comme moi je veux et j'ai le droit parce que dans le fond, c'est une oppression qui fait en sorte que je vis ce que je vis. Donc, c'est une lutte sans cesse contre un oppresseur. Le problème, c'est que comme ça part d'une réalité subjective, c'est dur à identifier parce que si moi je décide que je vois des oppresseurs, c'est basé sur mon sentiment. Donc, ma réalité, c'est basé sur mon émotion. Si je décide que moi je me sens offensé ou heurté, je suis sûr que c'est une réalité. Et donc, si je veux être offensé, j'ai besoin d'un oppresseur. Donc, on nomme des oppresseurs. Mais là, c'est un courant qui est tellement fort que c'est rendu une forme de terrorisme social, un terrorisme intellectuel. Et il fonctionne présentement. La preuve, c'est que on est obligé de tasser des personnes qui font rien de mal juste pour ne pas être contaminées par ce type de terrorisme-là. Donc, c'est vraiment un régime de peur présentement et on peut plus travailler. Et c'est comme ça qu'on ne peut plus s'exprimer. Parce que si tu es oppresseur, ça veut dire que moi, j'ai le droit de t'accuser de dire des choses qui m'oppriment. Et donc, c'est rendu que je dois limiter ta liberté de parole. On est dans ça présentement. Et donc, de plus en plus, il y a des mots qu'on peut plus dire, des façons de penser qu'on peut plus penser. Aussitôt qu'on pense de façon contraire, tu deviens un agresseur. Donc, tous les mots en isme et en phobe qui se sont multipliés, ce sont des armes sociales. Ce ne sont pas des faits, ce ne sont pas quelque chose qui est documenté. On utilise ces armes-là. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces armes-là ont une espèce de couverture de vertu et de la défense de l'opprimé. Donc, ça fait en sorte que c'est très mêlant parce qu'on est comme, mais c'est supposé être bon, ça, défendre ces éléments-là. Mais l'utilisation, c'est une arme sociale. Mais ma question, moi, là-dedans, c'est que certains groupes essaient de faire passer un courant de pensée, ça c'est une chose, mais qu'une organisation comme la CBC décide de se rallier derrière ce courant-là. Et en passant, juste vous dire, là, Madame Mesley s'est excusée. Elle s'est confondue en excuses. Elle a regretté ses propos. Elle a voulu revenir dans sa carrière, sa brillante carrière de plus de 40 ans, où il y avait 2 accros et c'était les 2 incidents là, que je vous ai racontés. Elle a nommé des titres de livres et elle a nommé... Oui, c'est ça. Donc, on parle de ces incidents-là, mais elle s'est excusée, elle a regretté. Puis dans sa lettre ouverte aussi, là, on sent là, à quel point elle est repentante, puis à quel point elle regrette ce qu'elle a fait. Pourquoi elle ne peut pas revenir travailler après s'être excusée? Pourquoi la CBC se range derrière ce mouvement-là et refuse de reprendre une personne comme Mme Mesley? Pourquoi ces actes-là sont si graves que ça, que la carrière doit être terminée à tout jamais? Non, c'est parce qu'on a peur de ces mouvements-là. Parce que le but d'un dialogue, le but de parler, c'est de trouver plus de vérité, trouver une façon de progresser ensemble dans la société, de bien s'entendre, d'aller vers le meilleur. Ça, c'est ça vraiment le but. Mais une grande partie de gens qui font la promotion de ces idéologies-là et qui vont à la chasse aux sorcières comme ça, c'est une lutte de pouvoir. C'est comme, ils cherchent des coupables. C'est pas pour améliorer quelque chose. Donc, la démarche, c'est une démarche qui vise à trouver des coupables. Et si tu veux trouver un coupable, tu vas en fabriquer un. Et c'est comme ça qu'on est. Donc, tout le monde est terrorisé présentement et le problème, c'est que nos leaders ne sont pas assez forts pour mettre leur pied à terre pour dire « OK, les amis, ça n'a pas de sens. Donc, on n'adhère pas à ça et c'est tout. » La seule solution qui existe, ce sont des leaders forts et on n'en a pas. Et Justin Trudeau n'a absolument pas les pointures pour faire ça parce qu'il est que dans la décoration de ça. Il ne comprend absolument pas les mécanismes sous-jacents et donc, ça empire les choses. Donc, il y a une raison qui contribue à ça. Guillaume,
Un point que tu voulais aborder là, dans ce sujet-là, c'est à quel point ces courants-là ont affecté la façon de travailler de plusieurs professionnels. Oui. Les médias, évidemment, là, Wendy Mesley en est un bon exemple, et la psychologie aussi. Ceux qui font des rencontres comme toi, il y a une façon d'aborder les choses qui a beaucoup changé depuis l'apparition de ces courants-là. C'est ça, parce que ces courants-là, dans le fond, c'est basé sur la subjectivité et les émotions négatives, dont le sentiment d'être offensé. Si tu te sens offensé, tu es donc victime, donc tu nommes des oppresseurs, alors que les oppresseurs il n'existait pas à la base. Donc, ça fait en sorte que tout le monde peut devenir oppresseur s'il génère des émotions négatives chez quelqu'un. Et ça rend fou. Parce que ça veut dire que là, on essaie de dire, ben non, on veut créer plus de dialogue, on veut augmenter la qualité des relations. Parfait, mais il faut communiquer pour faire ça. Puis une communication, c'est une prise de risque à chaque fois. À chaque fois que tu parles à quelqu'un, tu prends le risque qu'une personne ait une émotion. Mais là, en ce moment, l'émotion peut devenir comme une réalité de « Ah, tu m'as offensé, donc tu es une mauvaise personne. » Donc, personne veut se sentir une mauvaise personne. Donc, ça a pour effet de bannir la parole ou l'expression. Là, si on revient à la psychologie, c'est parce que la psychologie, le travail d'un thérapeute, c'est de parler à quelqu'un. Et donc, je vois Échanger. mal. Oui, c'est ça l'idée. T'es payé pour ça. Donc, une personne t'engage pour dire, OK, vas-y, on va parler, on va être ensemble. Puis là, moi, il faut que j'avance dans ma vie parce que j'ai des défis à relever. OK? Mais ce sont des échanges qui vont susciter des émotions négatives. Là, en ce moment, plusieurs psychologues qui je parle régulièrement, ils me disent, Guillaume, je sais pas comment tu fais pour faire ce job-là, parce que moi, je capoterais. J'aurais ben trop peur de dire quelque chose, que les choses se revirent contre moi. Donc, on sent vraiment que les psychologues sont plus à l'aise de parler, un, sur la place publique, et deux, ils ont peur de parler à leurs patients ou leurs clients, parce qu'ils ont peur d'offenser ou générer des émotions négatives qui vont se revirer contre eux, et là, maintenant, les psychologues deviennent des oppresseurs. Tu as des témoignages de ça, là, de gens dans ton milieu? Ben oui, parce que une personne qui a un pattern ou des difficultés récurrentes, à un moment donné, il faut que tu adresses la cause d'un pattern, par exemple. Mais c'est sûr que ça va générer des petits chocs, t'es confronté à des choses. Mais là, en ce moment, les gens veulent plus ça. Ils disent, non, moi, je veux pas me faire dire ça. Et donc, tu ne me comprends pas. Donc, tu m'opprimes. Et donc, tu es contre moi. Donc là, personne veut de poursuite. Personne veut de problème. Mais un psychologue doit essayer d'aider le client à faire face à des défis auxquels il veut pas faire face. Donc, évidemment, ça génère des émotions négatives. Donc, ça empiète beaucoup sur le travail des psychologues et des thérapeutes présentement. C'est extrêmement compliqué de parler à quelqu'un. Est-ce qu'on pourrait en venir à un point où les psychologues vont commencer à choisir leur clientèle pour être certains? C'est déjà commencé. Ah oui? Ah oui. Ben oui, absolument. Il y a des, mais ils n'ont pas le droit de dire ça. Non, parce que s'ils disent, ils vont dire, vous faites de la discrimination. Non, ça s'appelle de la survie. Ça s'appelle essayer de faire sa job, puis avoir du fun à faire sa job, puis aider du monde. Mais en ce moment, les courants, les leaders actuels ne créent pas de sécurité dans la société pour dire, OK, là, on va arrêter de s'offenser puis de prendre comme si le fait de se sentir offensé, ça crée des réalités. Non. Donc, on n'a pas cette sécurité-là parce que les leaders ne sont pas capables de la mettre en place. Ce qui fait que c'est une guerre de pouvoir interne basée sur les émotions. Donc, c'est une phase sociale très difficile pour la communication présentement, puis les relations entre les gens. Mais quand tu regardes le traitement réservé à certaines personnes, comme par exemple Wendy Mesley, c'est certain que comme leader, tu te dis, je vais-tu vraiment être celui qui va se mettre en danger comme ça? C'est ça le terrorisme. Le terrorisme, c'est personne veut prendre position. C'est ça l'idée et c'est ça qui est hors de contrôle présentement. Puis c'est sûr que toi, mettons, si tu étais journaliste ou je sais pas comment toi tu vis ça donne pas le goût de dire je vais m'exprimer, je vais prendre des risques. C'est sûr qu'il y a 15 ans, c'était pas un problème quand tu étais dans les médias. Mettons qu'on y pense pas mal plus maintenant qu'on y pensait. Oui, vraiment. C'est une réalité qui est totalement différente. Puis je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés par le milieu des communications qui commencent à penser à se rediriger vers un autre milieu, par exemple, par crainte d'un jour tomber de haut. Là. Oui, ça, on discute là, parfois, là, effectivement. Oui. Parce qu'il y a en fait, dans notre travail, on est appelé à se prononcer sur certains sujets parfois. Et Wendy Mesley a eu 40 ans de carrière impeccable. Impeccable. C'est ça qui est terrorisant. C'est que les faits ne comptent plus présentement. La rationalité, le contenu ne compte plus. C'est moi, je décide que je me sens comme ça. Et là, évidemment, des victimes, ça se regroupe ensemble pour être extrêmement fort, le plus fort possible. Et là, si tu additionnes les médias sociaux là-dedans, c'est la façon de se réunir le plus rapidement possible en un claquement de doigts. Avant les médias sociaux, c'est très compliqué se réunir. Faut que tu te réunisses physiquement
physiquement, c'est énorme comme organisation. Mais depuis la venue des médias sociaux, c'est une autre dynamique présentement. Donc, on n'est plus dans les mêmes airs. Et un autre corps de métier qui est très affecté par ça, c'est quelqu'un qui nous souligne au 985, c'est ceux qui rêvaient de devenir policiers, par exemple. Le métier de policier a énormément changé. Là. Entre aujourd'hui, il y a 15-20 ans, c'est deux mondes totalement, avec l'apparition des réseaux sociaux, entre autres, là, où les interactions sont mises comme ça sur les réseaux sociaux sans contexte, sans savoir ce qui est arrivé avant. Et il y a beaucoup de gens qui rêvaient d'être policiers, qui ne veulent plus être policiers, puis qui vont se diriger ailleurs. Alors, il y a des difficultés qui se sont ajoutées, disons, dans certains corps de métier. Certains vont dire que c'est pour le mieux puis que la société était rendue là, à devoir avancer. Et jusqu'à un certain point, c'est vrai. Par contre, il y a quand même des dérapages, comme ce qui est raconté ce matin dans la presse, comme Madame Lieutenant Duval. Il est arrivé quand même certains événements qui peuvent faire peur aux gens qui s'apprêtent à commencer une vie professionnelle, là. Ben, tout à fait. Puis surtout, tout ce qui est exposé médiatiquement ou en position d'autorité, c'est sûr que ce sont les cibles, numéro un. Donc, ça va toujours être ça parce que lorsqu'il y a un narratif d'oppresseur opprimé, mais l'oppresseur a toujours une force qu'on calcule que l'opprimé a pas. Donc, ça va tout le temps venir d'une perception de pouvoir, une perception de force ou d'un avantage ou d'un privilège. Il y a toutes sortes de mots pour définir ça. Mais c'est les gens qui vont être nommés en premier comme oppresseur. Donc, évidemment, un rôle d'autorité comme policier, c'est très difficile maintenant. Je donne beaucoup de formation à des policiers. Écoute, ça fait pitié. Ils savent plus quoi faire. Ils veulent juste que ça aille bien. Là. Faire le moins de bruit possible. Écoute, ils savent même pas comment se comporter. Ils savent même pas comment faire de l'intervention. Mais on n'a pas le choix. Il faut faire face à ce phénomène-là. On n'a pas le choix de se parler. C'est comme ça que les humains avancent. Le dialogue, c'est la base. Et on ne peut pas tolérer le fait que si je suis offensé, on nomme des oppresseurs parce que le dialogue n'existe plus et c'est le début de la fin.